un énorme merci à Maison du Monde, à la Fondation Maison du Monde, de nous accueillir pour ce premier événement. Nous sommes très fiers d'être là pour cette grande première et je vais directement passer la parole et présenter les différents intervenants de la table ronde sur l'agroforesterie. Alors Maxime de Rostolan, fondateur des Fermes d'Avenir depuis à peu près 5 ans maintenant. Pierre Pujols, j'ai bien dit S, Pierre Pujols de la PA qui nous parlera la FAP, pardon, qui nous parlera tout à l'heure de son expérience. Daisy Terrier, merci d'être là, Daisy, d'Envolver, et Antoine Rochard de la Fondation Good Planet. Maxime, tu as créé ces fermes d'avenir, les premières en Touraine, me semble-t-il, il y a maintenant quelques années. Pourquoi ce projet et où en es-tu de ce projet après toutes ces années? Bonjour tout le monde, merci beaucoup Jocelyne. Alors Fermes d'Avenir, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir l'agroécologie et la permaculture. Et bon, le sous-titre, c'est essayer de faire la révolution dans l'agriculture quand même. Et c'est pour ça qu'est né le projet. C'est pas que le sous-titre. C'est pas que le sous-titre, ouais. En fait, c'est né du constat que l'agriculture industrielle, chimique, nous emmène complètement dans le mur. Alors déjà, moi, je dis pas agriculture conventionnelle, parce que j'ai pas signé de convention, vous non plus. L'autre jour, j'étais avec un agriculteur, je lui dis, vous faites de l'agriculture bio? Il fait, non, moi, je fais de l'agriculture traditionnelle. Je dis, mais traditionnel, c'est justement avant les gros tracteurs et avant les phytos. Hein. Il fait, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Bon, bref, donc du coup, l'agriculture chimique nous emmène dans le mur. Et moi, le chiffre qui m'a fait plonger, c'est l'histoire de l'efficacité énergétique pour produire notre alimentation. Et si en 1940, une calorie fossile donnait 2,4 calories alimentaires, aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles et 15 aux États-Unis pour faire une seule calorie alimentaire. Donc en gros, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture. C'est un peu une insulte à l'intelligence humaine que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents, surtout quand on se dit une société développée. Et donc, c'est là que j'ai commencé à creuser la chose. J'ai été dans pas mal de fermes, dont celle du Bec et Loing. Et là, je me suis dit, il faut essayer d'évaluer la viabilité économique, technique et sociale de l'agriculture écologique, d'identifier les freins, et de faire des propositions pour que ça devienne la norme et pour rétablir la distorsion de concurrence qui existe entre une agriculture chimique subventionnée et une agriculture plus naturelle. Et donc du coup, Fermes d'Avenir, c'est une association, on fait de la production, donc on a plusieurs fermes, donc on a une ferme en Touraine, on a une ferme en Île-de-France de 70 hectares, puis on est en train de monter une ferme à Metz, une à Bordeaux, une en PACA, et on gère déjà une autre ferme en Normandie. On fait de la production et de l'accompagnement, du conseil pour des agriculteurs. On fait de la formation, d'ailleurs à des techniques de greffe ou de bouturage. On fait du financement et on fait du lobbying. Et on y reviendra après, mais le lobbying, l'arbre a une grande place dans les amendements qu'on propose et qui sont en train d'être débattus. Et voilà, je ne vais pas être plus long. Alors, si, juste dans le financement, et ce qui nous amène à parler d'agroforesterie aujourd'hui, on a lancé plusieurs concours. Le concours Fermes d'Avenir, qui en est à sa 3e édition, et le concours Arbres d'Avenir, qui en est à sa 2e édition. Et avec ces concours, on donne de l'argent pour que des agriculteurs puissent développer leur activité. Dès lors qu'ils ont des projets audacieux, innovants, mais réalistes, nous, pour améliorer leurs conditions de travail, améliorer leur impact ou développer leur activité, on les sélectionne et on leur donne de l'argent. Donc on a remis 1,5 million en 3 ans pour une centaine de fermes. Et donc du coup, sur l'agroforesterie, ça donne 700 000 € qui ont été distribués en 2 ans. On le fait en partenariat avec Pure Projet. Et donc c'est financé par la Caisse des dépôts et par Accor. Et donc là, on a maintenant 70 agriculteurs qui ont été encouragés et financés dans leur démarche agroforestière partout en France. Et combien de fermes aujourd'hui? Alors nous, on n'a pas un réseau formel. Il n'est pas formalisé, notre réseau, parce que voilà, on a un écosystème. Enfin, il y a plein de raisons. Si jamais la question m'est posée, j'expliquerai pourquoi est-ce qu'on n'a pas un réseau formel. Mais en tout cas, on a un écosystème de 700 fermes avec lesquelles on a eu des échanges, soit via les concours, soit via le Tour Fermes d'Avenir, puisqu'on a visité 220 fermes l'année dernière,
soit via le parcours de compagnonnage, soit via Bluebees, donc une plateforme de financement participatif qui finance l'agroécologie. Donc voilà, donc c'est 700 fermes avec lesquelles on interagit régulièrement et à qui on propose toujours de nouveaux programmes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir démultiplier encore ces expériences? Alors il faut des gens motivés pour aller bosser dans des fermes. Et ça, il y a un préalable à ça, c'est qu'il faut des conditions désirables pour, à offrir aux gens qui vont bosser dans des fermes. Et on sait que la moitié des agriculteurs, enfin, un tiers des agriculteurs l'année dernière a gagné moins de 350 € par mois. Le salaire moyen d'un maraîcher, c'est 750 balles par mois. C'est pas hyper engageant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui ont leur enfant qui dit je veux être paysan et qui l'encouragent. C'est aujourd'hui pas l'air du temps et il faut absolument donner des conditions désirables. Et pour ça, c'est un changement de la conjoncture économique, technico-économique même. On le voit avec la question du glyphosate. Et donc maintenant, il faut réussir à mettre en place un système, une conjoncture favorable. Et donc ça passe par du lobbying. Et c'est ce qu'on fait avec beaucoup d'autres associations qui sont sur différents programmes, que ce soit le projet de loi des EGA, que ce soit les négociations sur la prochaine PAC. Il y a un programme sur le foncier qui va être mis en place. Et voilà, donc du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut changer parce qu'il n'y a pas de raison que les agriculteurs à l'amont gagnent 350 balles par mois quand les mecs qui transforment ou les mecs qui font le marketing pour vendre leurs produits gagnent 10 000 balles par mois. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on était avec un maraîcher qu'on a fait venir du Québec qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui a mis en place cette ferme de la Grelinette. Et là, ils viennent de sortir une série au Canada qui s'appelle Les Fermiers. C'est un peu comme Top Chef, mais version maraîcher. Ça cartonne, c'est en prime time. Et donc, du coup, il devient un petit peu une star et ils mettent un petit peu à l'honneur ce métier de maraîcher. Et lui, totalement décomplexé de ses notions financières, dit « Mais attends, moi, je suis le meilleur maraîcher du monde, ou presque. » Bon, il se la pète un peu, mais il est quand même un des meilleurs maraîchers au monde. Il dit « Moi, je trouverais normal de gagner 10 000 $ par mois. » Voilà, il n'y a pas de raison que un bon garagiste puisse gagner 10 000 balles par mois et que moi, on soit bloqué à 2 000 $ par mois. Et donc voilà, ça c'est un truc à changer et j'ai eu l'occasion de le dire à pas mal de directeurs d'entreprises qui gèrent toute la filière en disant arrêtez de payer vos mecs à la com à ce prix-là, enlevez-leur un peu de salaire et rajoutez-en aux producteurs qui font vivre votre filière. Et voilà, donc du coup c'est un long combat et il y a vraiment un shift culturel à faire dans les années qui viennent pour que, d'ailleurs, on renouvelle cette génération d'agriculteurs parce qu'il y a 570 000 agriculteurs aujourd'hui, la moitié partent à la retraite d'ici 2025. Donc là, clairement, il va falloir renouveler la génération d'agriculteurs et donc il faut leur proposer des conditions désirables, décentes, pour avoir de la résilience. Redonner du sens, quoi, en quelque sorte. Ouais, on a sorti un film et un bouquin qui s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde » et à un moment, il y a l'agriculteur chimique qui a 300 hectares et qui m'explique pendant... je sais pas, un quart d'heure, alors c'est coupé dans le film, mais il m'explique pendant un quart d'heure à quel point la coopérative, c'est pas bien, la grande distrib, c'est naze, les politiques, ils font rien, et puis il m'explique ça, et puis au bout d'un moment, je lui dis, mais essaye toi, tu as 300 hectares, tu peux inventer le monde que tu trouverais mieux. Et puis il me dit, ouais, mais le problème, c'est que moi, depuis quelques années, j'ai perdu, et là, il cherchait ses mots, et il dit, j'ai perdu le sens de ce que je fais. Et juste après, dans le film, on voit un agriculteur qui est, lui, en Vendée, et qui est passé en bio il y a une vingtaine d'années. Et à un moment, il cherche ses mots, il dit « Moi, depuis que j'ai changé pour le bio, j'ai retrouvé le sens. » Et donc, du coup, ça fait un beau parallèle. Et du coup, Vincent Louot, qui est l'agriculteur chimique, est en train de se convertir en bio. Merci, Maxime. Alors, Pierre, on parle aujourd'hui d'agroforesterie, intégrer l'arbre dans sa démarche. Comment êtes-vous arrivé à cette démarche ? Moi, déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs sur 300 ou 400 hectares ou plus qui ne bougent pas trop aujourd'hui, qui sont dans des schémas qui ne fonctionnent pas. Mais par contre, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs et de plus en plus qui se rendent compte que les schémas ne fonctionnent pas, les schémas actuels ne fonctionnent pas et qui justement évoluent et changent la pratique, quoi. Et moi, la raison pour laquelle je suis parti sur ces démarches, la première raison, en fait, c'est l'érosion des sols. Alors, je sais pas, normalement, j'ai des photos, voilà. Donc ça, c'est des photos qui ne sont pas vieilles. En fait, ça a été pris il y a une semaine. Il y a une semaine, c'est sur ma commune. Alors, je suis du côté de Toulouse, dans le Gers, à 100 km de Toulouse, à peu près, en fait. Et là, ça s'entend pas du tout, non. Et quand vous voyez ça, en fait, ça, c'est toute la meilleure partie du sol qui s'en va. C'est tout le potentiel agronomique des sols qui part. Et en fait, c'est la nourriture d'aujourd'hui et de demain qui s'en va. C'est-à-dire que là,
c'est les parcelles qui glissent comme ça. En fait, on ne peut plus produire de la nourriture dessus pendant quelques centaines, voire milliers d'années. Moi, j'ai à peu près j'ai 200 hectares. Et sur 200 hectares, j'ai 20% de ma surface à peu près qui sont improductives parce qu'il n'y a plus de sol. Tout est parti, lié aux pratiques antérieures en fait. Effectivement, quand on voit ça, moi je me suis installé il y a 20 ans et j'ai été confronté à ça tout de suite. Et là, j'ai essayé de réfléchir à comment faire, quoi. Il faut arriver à bloquer ça. Alors il y a deux raisons pour lesquelles ça part comme ça. C'est effectivement tout le maillage en fait, de haies, d'arbres, tout ça qui a disparu, lié à une mécanisation grandissante, à des structures de plus en plus grandes, etc. En fait. Et il y a aussi les taux de matière organique des sols qui se sont effondrés en fait en 40-50 ans. Et maintenant, on est sur des sols qui ont presque plus de matière organique, qui sont des supports et donc qui glissent, qui ne sont plus du tout liés, qui ne tiennent plus, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc, depuis 20 ans, en fait, j'essaie de remonter ces taux de matière organique des sols et de remailler un petit peu les territoires, enfin les parcelles, etc., pour éviter ça, en fait, et produire donc de façon le plus propre possible, c'est-à-dire avec moins d'énergie, le moins d'énergie possible. Et donc je suis en bio depuis 20 ans en fait, et une des particularités aussi sans doute que je suis sans intrants, c'est-à-dire aucun engrais, pas de fumier, rien du tout, c'est de l'auto-fertilité. Ce que les agriculteurs achètent en fait, en règle générale, un engrais c'est de l'azote, qui est fait avec beaucoup de pétrole, tout ça. Et l'azote, on en a 80% dans l'air. Et on a des légumineuses, une famille de plantes qui la fixe, qui se débrouille très bien pour la récupérer. Donc je joue là-dessus en fait pour mettre le moins possible d'intrants et travailler comme ça. Et c'est vrai que l'agroforesterie pour moi c'est un des éléments du système. C'est qu'un des éléments. C'est le moyen dont l'agroforesterie, c'est des arbres, grosso modo, que l'on réintroduit dans les champs. Moi je suis sur des grandes cultures, donc c'est des parcelles de 10, 12, 15 hectares en fait, dans lesquelles je mets des alignements d'arbres, grosso modo c'est ça. Et qui deviennent productives donc en céréales, mais aussi en bois. Alors on peut choisir du bois d'œuvre, du bois énergie, etc. Mais il y a aussi, ça amène aussi la biodiversité. C'est une biodiversité fonctionnelle qui, elle, va me permettre de passer sans produits chimiques dans les parcelles aussi, puisque tous les insectes, etc., qui peuvent être dans ces bandes au pied des arbres, grosso modo, vont permettre de lutter contre les maladies, les ravageurs, etc. On a aussi la fertilité par la matière organique au niveau des arbres et la protection des à-coups climatiques. Vous voyez, ce genre de choses, c'est un à-coup climatique, mais on peut avoir aussi la même chose en été avec des 40 degrés en fait. Et l'arbre aussi est là pour amener de l'ombre, temporiser un petit peu l'hygrométrie. Voilà, en 3 minutes, tout ce que l'agroforesterie et les bienfaits que ça peut amener, en fait, que j'y trouve. Mais en tout cas, c'est une autre agriculture. Ça, aujourd'hui, on l'appelle l'agroécologie, en fait. Bon, c'est le terme qui est employé, pourquoi pas, en fait. Mais c'est un panel de techniques, en fait, qui permettent de produire au moins autant qu'une agriculture classique ou chimique, tu peux l'appeler comme tu veux. Au moins autant, en fait, mais avec d'autres techniques, en fait, qui sont beaucoup moins destructrices, en fait. Et surtout pas ça, en fait. Et surtout plus ça. Merci beaucoup, Pierre. Daisy Terrier, donc Envolvert est une association fondée en 2011, c'est ça. L'objet d'Envolvert est de protéger effectivement les forêts et leur biodiversité. Quels sont les types de projets que vous soutenez ? Alors, en fait, on a 2 axes d'intervention principaux. On a un axe de projet de terrain, essentiellement en Amérique latine. On a un projet forestier aussi en France, je vais y revenir. Et on a un axe de sensibilisation à la biodiversité. Je vais commencer par le dernier. Sur l'axe de sensibilisation, on travaille sur des campagnes de sensibilisation à la biodiversité et aux services rendus par les forêts. On a parlé un peu de l'érosion des sols. On a un outil aussi qui s'appelle l'empreinte forêt pour venir calculer l'empreinte forêt individuelle, mais aussi des entreprises. Donc ça, c'est des activités qu'on mène. On développe en Colombie un festival de promotion de la biodiversité également pour faire connaître les richesses du pays. On part aussi du concept que pour pouvoir protéger quelque chose, il faut l'aimer. Pour pouvoir l'aimer, il faut le connaître. Donc voilà, ça c'est notre partie vraiment sensibilisation. Et ensuite, on a une partie, donc la première, qui est la partie terrain, développement de projets. On travaille à la conservation d'espaces de forêt ou la récupération de certains espaces de forêt qui sont particulièrement abîmés.
en lien et à l'initiative des populations locales. Donc je disais surtout en Amérique latine, Colombie, Pérou, un petit peu Nicaragua. Et surtout, on travaille ça justement essentiellement en agroforesterie, développement de projets en agroforesterie ou sylvopastoralisme. Donc l'agroforesterie, c'est mettre des arbres dans les cultures vivrières, en gros, et le sylvopastoralisme, c'est mettre des arbres au milieu des vaches, ou des vaches au milieu des arbres plutôt. Voilà, et puis on travaille aussi avec les populations tout ce qui est l'alternative à la déforestation. Il y en a beaucoup qui font du charbon ou d'autres activités qui sont de la chasse ou d'autres activités qui ne sont pas forcément durables et qui ne leur apportent pas grand-chose en plus. Donc on essaye de plutôt trouver d'autres choses pour donner de la valeur, pour donner plus de valeur à l'arbre sur pied finalement qu'à l'arbre coupé. Voilà, c'est essentiellement nos projets. Alors sur ces projets, quel est le soutien que vous apportez ou les financements que vous pouvez apporter ? Alors, on intervient surtout en accompagnement des populations. Donc sur une initiative qui à la base est plutôt d'eux, mais soit qu'ils ont juste en tête, soit qu'ils commencent tout juste à développer et qu'ils ne savent pas très bien organiser. Donc on intervient sur de l'accompagnement, sur de l'organisation, de la restructuration de leur idée parfois, de la formation, énormément de formation sur comment entretenir une pépinière, refaire des composts bio. Alors ça a l'air bête, mais pour certains ils ne savent plus le faire en fait, tout simplement. Faire des je ne sais plus le nom en français, mais des répulsifs biologiques, etc. Et on intervient aussi sur tout ce qui est justement essayer de leur faire visualiser un concept d'alternative économique. Remettre au goût du jour certains arbres, certaines graines, certaines pulpes, en leur disant voilà, vous faisiez quoi avant ? Bon, alors on parle avec les personnes âgées pour leur demander elle faisait quoi comme cuisine ta grand-mère avant avec les arbres et remettre au goût du jour certaines choses avec eux. Donc voilà, c'est surtout essentiellement de l'accompagnement. On ne vient pas vraiment en financement direct, si ce n'est justement les financements de formation ou de matériel dont ils peuvent avoir besoin pour développer ça. Ou par exemple, quand on fait des alternatives économiques, il y a besoin de venir commercialiser les produits. Du coup, on va les aider sur des aspects de commercialisation où ils n'ont pas forcément, eux, accès au marché, en fait. C'est un vrai accompagnement jusqu'au boutiste. Merci beaucoup, Daisy. Antoine, il a un micro devant lui. Alors, Antoine de la Fondation Good Planet, tu es chargé de projets de transition agroécologique. Vous accompagnez effectivement des projets d'agroforesterie, particulièrement vous, par contre, en recherche de financement. Comment ça se passe ? Alors nous, déjà bonjour à tous. Nous, ça se passe, on a 2 leviers pour travailler sur les financements pour ce genre de projet. Le premier qui est un petit peu l'objet originel de la Fondation Good Planet qui a été créée par Yann Arthus Bertrand, qui à un moment donné va estimer qu'il était plus possible de réaliser le métier qu'il exerçait tel qu'il l'exerçait. Donc il a créé cette fondation avec un mécanisme de compensation carbone solidaire. Donc l'idée, c'était à chaque fois qu'il fait un déplacement pour un tournage, pour ses photos, pour ses films, comment est-ce que derrière on peut financer des projets qui vont faire de la captation carbone. Donc ça, c'est le premier mécanisme aujourd'hui. Donc on travaille avec beaucoup d'entreprises. On a développé un outil avec l'ADEME qui est un calculateur carbone qui permet aujourd'hui de compenser à un prix qui est plus élevé que le taux moyen du marché puisqu'on a toujours une dimension de solidarité. Et ensuite, on est sur un mécénat plus classique où là en fait, c'est le fonctionnement un petit peu différent puisqu'on est approché donc par différentes associations de terrain qui sont en général des porteurs de projets très locaux, des toutes petites structures, et ils viennent nous proposer un projet, et nous on chiffre ce projet. Voilà, c'est là-dessus qu'on a une expérience aussi, c'est sur le montage technico-financier de ce type de projet-là. Et donc l'idée, ça va être d'aller trouver un mécène en face qui va pouvoir financer ce projet-là sur une durée qui est déterminée à l'avance.
En général, on est sur du 3 ans à peu près sur la grande majorité des projets. Et nous, l'idée, ça va être au bout de ces 3 ans d'être capable de complètement se désengager de ce projet-là et qu'il puisse vivre par lui-même et que ça puisse essaimer de cette manière-là, ainsi de suite. Et par exemple, la FAF est un des porteurs de projets techniques avec lequel on travaille énormément depuis assez longtemps, notamment autour d'un projet dont je parlerai un petit peu plus tard peut-être, mais pour lequel Pierre avait été primé en 2013. Et l'idée aujourd'hui, c'est via tous ces acquis, il y a énormément d'agriculteurs qui essayent depuis un petit moment des techniques diverses et variées pour réintroduire l'arbre au cœur des processus de production, et comment est-ce que nous, on peut derrière créer des plateformes, des échanges de bonnes pratiques, comment on peut capitaliser sur ce travail qui a été fait pour potentiellement raccrocher un maximum de monde à ces belles thématiques, quoi. Vous m'avez parlé d'ailleurs d'ateliers pédagogiques pour les jeunes. Ouais, on a la chance d'obtenir. Donc déjà, on a toujours une mission de sensibilisation assez forte auprès de l'Éducation nationale et la Ligue de l'enseignement sur, de manière assez générale, le vivant, la nature et beaucoup l'alimentation durable aussi maintenant, qui est un vrai sujet. Il faut savoir qu'on est quand même basé en Île-de-France. Donc on a nos 12 millions de franciliens qui ont perdu ce contact-là, et on est là pour refaire un petit peu ce lien-là. On a obtenu la concession de la ville de Paris d'un très beau lieu dans le bois de Boulogne, qui a une forêt classée absolument magnifique, qui s'appelle le domaine de Longchamp, qui fait 3,5 hectares, qui est gratuit, qui est ouvert au public. On accueille des scolaires toute la semaine et le public le week-end. Et donc voilà, l'idée c'est par la pédagogie, mais surtout par le jeu, comment est-ce qu'on fait un peu reprendre conscience à ces enfants de l'importance des arbres et de tous les services écosystémiques qu'ils peuvent nous rendre. Et c'est une très très belle aventure aujourd'hui. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on parle souvent, on dit souvent c'est l'éducation qui fait qu'on va intégrer ces valeurs de respect de l'environnement ou pas. Nous, on bosse beaucoup sur de l'éducation inversée, puisqu'en fait, on explique aux enfants un petit peu tous ces bienfaits, et ensuite, c'est eux qui vont les expliquer à leurs parents. Et ça suscite la curiosité comme ça. Et ensuite, on a les parents qui viennent nous voir pour un éclairage un peu plus poussé sur ces thèmes-là. Et donc, on est très content de pouvoir rentrer dans les familles via ce biais-là, puisque l'enfant n'a pas toute cette construction encore qui pour nous est le principal frein aujourd'hui. C'est aller faire le chemin inverse de tout ce qu'on a appris en termes de schéma agricole notamment. Et l'enfant est une merveille là-dessus, et en plus il va dégager une fierté absolument incroyable d'expliquer à ses parents derrière le fonctionnement d'un arbre et la vie microbienne du sol notamment. On travaille plutôt sur ces mécanismes-là. Merci beaucoup Antoine. Alors on va refaire un petit tour de table. Je voudrais que chacun d'entre vous puisse nous parler d'un de ces projets inspirants qui pourraient en inspirer d'autres. On a ici des professionnels, mais on a aussi des gens du grand public. Donc nous dire un petit peu plus concrètement, nous donner un exemple de projet et de résultats et de réussite. Donc je commence. Nous, on reçoit donc à chaque nouvelle édition du concours plus de 150 projets. Donc c'est compliqué d'en extraire un parmi les autres, mais clairement, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il faut, c'est redonner un peu de verticalité et de biodiversité dans ces mornes plaines de la Beauce ou de la Brie. Et nous, il y a des projets sur lesquels on plante quasiment 5000 arbres sur une parcelle qui est finalement pas si grande que ça. Ouais, sur la partie technique, j'ai envie de laisser quand même la FAF, parce que c'est l'Association française d'agroforesterie, parce que c'est un mot qui est connu, mais l'Association française d'agroforesterie qui a quand même vachement plus de compétences techniques. Moi, ce que j'aimerais donner comme lueur d'espoir aux gens, c'est qu'il y a énormément de gens, que ce soit des techniciens, des pédagogues, des financiers, en tout cas qui trouvent des financements, qui s'engagent là-dessus. Nous, on se démarque un petit peu de ce point de vue-là, puisqu'en fait, on est plutôt sur la partie lobbying. Et un des amendements qu'on propose, par exemple, c'est de faire de l'incitation fiscale pour que les agriculteurs puissent replanter des arbres. Aujourd'hui, les incitations fiscales, elles sont essentiellement pour acheter des gros tracteurs, pour s'endetter, pour agrandir son labo de transfo, pour moderniser sa ferme-usine. Et nous, on dit, il ne faut pas faire que ça, il faut aussi faire des incitations fiscales pour planter des arbres. Et donc, incitation fiscale, c'est soit par crédit d'impôt, soit, si jamais le paysan n'est pas imposable, parce qu'il n'a pas un résultat positif, en suramortissement. Donc, c'est un des amendements qu'on est en train de défendre et que maintenant, on y va au Sénat, quoi.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et c'est pas directement lié à l'agroforesterie, mais c'est lié à ces méthodes alternatives, à cette autre vision de l'agriculture. Comme la photo de Pierre le montrait si bien, on a perdu une grande partie de la matière organique de nos sols en 50 ans. Et enfin, on évalue à 30 à 50% le taux de la matière organique qui a été perdue globalement sur nos terres arables en France. Et on pense que c'est une folie. On le voit bien, hein, enfin, les photos sont assez éloquentes. Et on se dit, il faut absolument intéresser les agriculteurs au maintien et à la préservation de ce capital naturel qui est le sol et qui est d'ailleurs le seul capital naturel. Enfin, les Bourguignons le disent dans le film, l'agriculture est la seule profession à avoir totalement décapitalisé depuis 50 ans en perdant la vie du sol et la matière organique. Et donc un des autres amendements qu'on essaie de passer, c'est de dire qu'au même titre qu'on fait un diagnostic de performance énergétique quand on vend un appartement, eh bien faire un diagnostic de performance biodive et vie du sol ou à chaque fois qu'on vend un champ. L'homme n'étant mobilisable que par ses propres intérêts, si on dit à un agriculteur, bah oui, mais désolé, tu as perdu la moitié de ta matière organique en 30 ans d'exploitation, parce que là, c'est clairement de l'exploitation dont il s'agit, eh bien, en fait, tu comptais vendre ton hectare 6 000 euros, et bah désolé, il vaut plus que 2 000. Et là, c'est vraiment pour inciter les gens dans le bon sens. Je suis désolé, ce n'est pas des projets d'agroforesterie concrets, mais je n'ai pas envie de prendre à notre compte des projets qui sont vachement bien faits par la FAF et par d'autres. Et je vous invite, pour découvrir vraiment sur une même page un paquet de projets agroforestiers, d'aller sur le site Ferme d'Avenir. Vous allez dans Financer, Concours Arbres d'Avenir, et vous avez les 60 lauréats des 2 dernières années qui sont très inspirant, très oui. bien expliqués. Ouais. Donc vous avez 60 fiches projets. Et ça, c'est les meilleurs qu'on a identifiés parmi tous ceux qui avaient candidaté. Alors on prendra les 60 meilleurs. Pierre. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai, les chiffres que j'ai, c'est 95% des surfaces en France perdent de la matière organique aujourd'hui, en fait. Donc il y a 95% des parcelles perdent tout leur potentiel, en fait, et on arrive aux photos que l'on a vues comme ça. Il faut savoir que ça aussi, c'est un coût énorme pour la société. Rien que sur le département du Gers, bon, il y a un petit département du Sud-Ouest, en fait, il y a 1 million d'euros par an, rien que de pelles mécaniques pour curer les fossés. C'est juste un exemple, en fait. Et notamment pour l'eau. Je n'ai pas de photo là sur la couleur de l'eau, en fait, des rivières, en fait, mais c'est plus de l'eau, c'est de la terre qui passe dans les rivières. Et là, ça coûte beaucoup d'argent aussi à la société pour arriver à en faire de l'eau potable, en fait. C'est pour ça que par le réseau de la FAF, justement, dans le Sud-Ouest, là, on a le bassin Adour-Garonne, en fait, l'agence de l'eau, qui finance ce qu'on appelle le projet agro, en fait. Et le projet agro, c'est le bassin Adour-Garonne, ça part de Perpignan jusqu'en Charente, grosso modo. Là, c'est tout le quart sud-ouest, le gros quart sud-ouest de la France. Et là, justement, en fait, on a des financements pour étudier toutes ces techniques-là, pour se regrouper, pour animer, etc., en fait. Et ça nous permet d'ouvrir nos fermes. D'ouvrir nos fermes notamment aux agriculteurs, en fait, qui se posent des questions, en fait, etc. Et de sensibiliser tout le monde, un petit peu le grand public, beaucoup les écoles, mais aussi et surtout les agriculteurs, en fait, pour leur montrer qu'il y a d'autres types d'agriculture qui existent. En fait. On a aussi, ça nous permet aussi de se retrouver, de se rassembler, en fait, et d'avancer sur la technique. Aujourd'hui, en 20 ans, les grosses erreurs, elles ont été faites, grosso modo, et on peut passer vraiment à la démultiplication. Il y a 10 ans seulement, ça paraissait compliqué, quoi. Mais aujourd'hui, on prend pas beaucoup de risques, finalement, à changer ces techniques-là. Bon, les 3 photos que vous avez, non, ils n'y sont pas, qu'on va peut-être voir, vous montrent donc vous montre donc des sols qui sont couverts, qui sont travaillés plus travaillés ou très très peu, en fait. Et par exemple, la photo du milieu, en fait, où il y a toutes ces fleurs, tout ça, c'est pas une culture, c'est juste ce qu'on appelle un couvert végétal. C'est un mélange de plantes qui est là pour protéger les sols, pour le nourrir, en fait, et pour remettre de la fertilité à la culture qui arrive derrière. C'est ça. Et puis, en même temps, là, on a une biodiversité énorme, avec beaucoup de pollinisateurs, etc. À droite, vous avez une photo d'un semis d'une cérale dans une luzerne, en fait. On passe d'une plante à l'autre sans coupure. Il faut savoir qu'en Occitanie, en fait, on a le temps d'occupation des sols par une culture, c'est 60%. C'est en dessous de 60%. C'est-à-dire plus de 40% par an, le sol est nu. En fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas productif. Quelle entreprise aujourd'hui qui peut s'arrêter
à 13 heures de travailler et puis rentre chez elle, enfin voilà quoi en fait, et ou 5 mois par an s'arrête de travailler en fait. On est vraiment sur des systèmes qui sont très peu productifs finalement. Et voilà, donc on a le projet, un des projets portés par la FAF, c'est ça. L'arbre effectivement est un des piliers des systèmes agroforestiers. À droite, vous avez une parcelle donc d'orge avec des arbres au milieu en fait, qui a une plantation de 2006 qui en fait, il y a une double chose là. Il y a une double culture en fait. Il y a une culture d'arbres. Moi, c'est du bois d'œuvre dont l'idée c'est de monter des fûts à 5 mètres de haut. Donc, c'est une parcelle productive en arbres. Mais aussi, en fait, elle va nous produire ce que je disais tout à l'heure, de la matière organique, réguler l'eau, etc. Et donc, effectivement, tout ça, ce sont ces projets agroforestiers, sont des projets qui sont financés à 100% en fait, par les régions, par l'Europe, par les départements, par vous. Il y a vraiment tout un tas de possibilités aujourd'hui en fait, pour financer ça. Les techniques qui sont, il n'y a plus qu'à déployer, quoi, grosso modo. Il n'y a plus qu'à déployer. Et il y a vraiment un engouement aujourd'hui. On est encore très, très, très minoritaire, bien évidemment. Mais il y a quand même un engouement. On sent que les agriculteurs se posent beaucoup de questions. Certains non, bien sûr, hein, en fait. Mais bon, à mon avis, ça fait partie des agriculteurs du passé qui vont mourir. Et après, tous ceux qui se posent des questions, ben voilà, ils vont pouvoir évoluer grâce à des systèmes en place comme Agro, comme la FAF, comme toutes les associations qu'on a autour de nous. Agro, oui, c'est AGR apostrophe EAU en fait. Hein. Voilà l'astuce. Et au niveau de la rentabilité? Au niveau de la rentabilité, alors on commence par baisser les charges. En fait, sur ce genre de structure. C'est-à-dire qu'on commence par baisser les charges, notamment toutes les charges mécanisation. Sur une ferme, en fait, il y a 2 charges principales, c'est le foncier. La première, bon ça, on ne peut pas y faire grand-chose pour le moment. Et la deuxième, c'est la mécanisation, en fait. Et là, les charges de mécanisation, elles sont divisées par 3 à peu près. Chez moi, j'ai divisé par 3, par rapport à mes pratiques anciennes. Donc déjà, il y a tout ça. Et après, en fait, effectivement, par ces systèmes biodiversifiés, etc., en fait, on arrive à se passer des produits chimiques à terme. Bon, moi, c'est la challenge que je me suis mis il y a 20 ans, donc j'en ai pas depuis 20 ans. Mais dans d'autres types d'agriculture, ceux qui évoluent vers ça, en fait, à terme, il se passe des produits chimiques où il y en a vraiment très, très peu. Voilà. Et du coup, là aussi, il y a des baisses de charges donc, qui sont très fortes. Et ça en fait quand même des systèmes productifs parce que souvent on arrive à avoir 2 cultures dans l'année. En fait, on a les arbres qui produisent au milieu et les grandes cultures. Beaucoup associent l'élevage en fait aussi, avec de l'élevage ovin notamment. En fait, c'est ce qui semble le plus en vogue aujourd'hui. Donc on associe comme ça plusieurs cultures ensemble en fait, et c'est ce qui semble le plus résilient aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que si la culture de céréales, le marché mondial s'effondre en fait, eh bien, ce n'est pas forcément grave parce qu'au milieu, on peut être productif avec des arbres fruitiers ou autre chose, ou de l'élevage au milieu, en fait. Et en fait, on se rend compte que les systèmes les plus productifs, c'est les systèmes où on a le plus d'hommes aussi. C'est-à-dire qu'on remet de l'humain, en fait, parce que pour s'occuper de tout ça, il faut du monde, en fait. Et du coup, on remet de l'homme qui s'occupe de tout ça. Et on arrive aussi à tamponner tous les à-coups climatiques, etc. C'est pour ça que on arrive quand même aujourd'hui à avoir de bonnes rentabilités de fermes dans ces systèmes-là. On se retrouve avec des fermes où les agriculteurs se réapproprient leur métier, en fait, et du coup, ça en refait un métier intéressant. Parce que quand on a quelqu'un qui nous passe tous les 3 semaines et qui nous dit « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça », et on est un peu obligé de le faire parce qu'on est pieds et poings liés avec la coopérative et financièrement et avec la banque, en fait, c'est plus compliqué. Dans ces systèmes-là, on reprend de la liberté, on reprend de l'autonomie, en fait. Et du coup, on est obligé de chercher, de se rassembler, et ça devient très intéressant aussi comme métier. Et du coup, on voit aussi, tu parlais de la pyramide des âges et du renouvellement des populations d'agriculteurs, la moitié en 2025, si j'ai bien compris. Et on se rend compte qu'il n'y a plus aucune reprise de ferme, parce qu'aucun jeune veut s'installer dans un milieu agricole avec si peu de revenus, et puis en entendant de ses parents qui galèrent comme ça. Donc par contre, les seuls que je vois se réinstaller aujourd'hui, c'est dans ces systèmes-là. Et là, on a vraiment beaucoup de jeunes qui se disent « Oula, mes parents, ils s'éclatent parce qu'en fait, ils sont heureux, ils cherchent, ils se rapproprient le métier, ils en vivent pas trop mal, en fait. Et pourquoi je ne m'installerai pas ?» Et ça aussi, je pense que c'est un signe assez positif pour ce type d'agriculture-là, quoi, en fait. C'est plaisant à entendre. Hein. Daisy, merci Pierre. Daisy, vous pouvez nous parler donc d'un projet accompli, de son parcours et de ses résultats?
Oui, je voudrais juste rappeler le contexte en fait, dans lequel on intervient un petit peu. Parce que bon, je suis à la table ronde agroforesterie quand même. Donc en fait, le contexte dans lequel on intervient, nous, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, 80% de la déforestation, je parle de déforestation, je ne parle pas de dégradation de forêt, c'est vraiment pas la même chose. 80% de la déforestation aujourd'hui est liée à l'agriculture. C'est variable selon les continents. En Asie, on va être plutôt sur de l'huile de palme. En Amérique latine, on va plutôt être sur du soja ou du bœuf. Mais voilà, l'image qu'il y a là, les paysages qu'on va trouver, c'est ça. C'est des paysages d'abatis brûlis, c'est-à-dire l'agriculture vivrière classique est responsable entre 30 et 40% de la déforestation. C'est-à-dire qu'on a un paysan qui va abattre des arbres, puis les brûler, faire ses cultures en rotation, sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, ça dépend un peu, et puis 2 ans après, une autre parcelle, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est presque 9 milliards sur Terre. En Amérique latine, il y a aussi de plus en plus de monde, et voilà, et c'est ça multiplié par des quantités astronomiques. Et ensuite, il y a l'agriculture industrielle. Donc sur l'agriculture industrielle, je l'ai dit, soja, huile de palme, bœuf essentiellement, qui va être responsable, pareil, entre 60% à peu près de la déforestation. En Amérique latine, rien que le bœuf, c'est 70% de la déforestation sur l'Amérique latine, l'élevage expansif de bœuf en fait, de vaches. Donc nous, on intervient dans ce contexte-là. On ne travaille pas trop sur l'agriculture industrielle, mais par contre, on a beaucoup travaillé sur l'agriculture paysanne, vivrière, de subsistance. Et quand on arrive sur un projet ou avec une communauté, on arrive dans un contexte où les gens déboisent pour manger, basiquement. Et pour vendre un petit peu, éventuellement, les surplus alimentaires ou les vaches ou le lait qu'ils ont, la pauvre vache maigre et le lait qu'elle arrive à produire. Donc on ne peut pas juste leur dire voilà, vous allez arrêter de faire de l'agriculture, vous allez arrêter de faire de la vache et puis vous allez planter des arbres et point. C'est pas possible. On peut pas avoir ce discours-là avec les gens. Donc le discours, c'est ça. Donc c'est là que se situe votre accompagnement. Voilà, c'est là qu'on vient dire on va faire de l'agroforesterie ou du sylvopastoralisme. C'est-à-dire, je ne vous enlève pas votre agriculture de subsistance, je vous réapprends finalement juste à le faire comme vous le faisiez avant. Donc on a un très très beau projet sur la côte Caraïbe qui est financé par Maison du Monde d'ailleurs, je vous en profite pour remercier, où leurs salariés sont venus aussi en congé solidaire nous donner quelques coups de main. C'était très très émouvant. Et sur ce projet-là, ça marche vraiment bien parce qu'on a intégré les 5 dimensions. On a intégré une dimension environnementale. Donc il y a des pépinières, il y a des plantations, il y a différentes activités justement de refabriquer des produits répulsifs organiques, compost, etc. Ensuite, on va avoir une dimension qui est une dimension alimentaire. Donc justement, diversifier les alimentations qu'il y a sur les parcelles. On est passé de 5 produits à 15 produits diversifiés en agriculture. Et puis aussi remettre au goût du jour certains arbres, notamment une noix qui est la noix du noyer Maya, qui a énormément de propriétés nutritives et que les personnes âgées, les plus vieux de les communautés connaissent bien parce que quand ils étaient petits, ils allaient récolter la noix quand il n'y avait rien à manger à la maison. Et voilà, tout le monde sait ça, sauf qu'aujourd'hui, il a été coupé pour du bois d'œuvre, justement, les maisons, et qu'il n'y a quasiment plus de noix. Donc c'est remettre au goût du jour ça, donc l'alimentaire. 3, c'est l'éducation, alors aussi bien avec les hommes justement sur s'occuper d'une pépinière, sur refaire des produits de compost, etc. Avec les femmes sur la transformation des produits alimentaires et la cuisine, et avec les enfants aussi où on essaie d'intervenir dès le plus jeune âge dans les écoles. Ensuite, on a une 4e composante qui est la composante économique. On va travailler sur les alternatives à la déforestation, je le disais. Donc on va aussi bien avoir les femmes qui vont transformer la mangue qu'elles perdent quasiment tous les ans en confiture pour pouvoir ensuite le vendre avec notre aide sur différents marchés.
des produits à base du noyer maillage justement qui sont vendus. On a développé l'agrotourisme également avec eux, ou encore justement le compost qu'ils fabriquent, ils le mettent en paquet et ils le vendent aux jardineries d'à côté. Donc ça aussi, ça leur fait des ressources supplémentaires. Et le dernier aspect, c'est la dimension de renforcement communautaire, où alors on est en Colombie, on vient de signer l'après-guerre, hein. On est sur des populations qui n'ont absolument plus confiance les unes envers les autres, où toutes les coopératives ont été détruites à chaque fois. Donc renforcement communautaire, ça veut vraiment dire apprendre aux gens à travailler ensemble, leur apprendre ce que c'est que le collectif et leur apprendre qu'ils sont plus forts quand ils travaillent à plusieurs que quand ils travaillent de manière isolée. Voilà. Il y a vraiment ces 5 éléments qui se sont super bien enjancés sur ce projet-là et qui en font, c'est un très très beau projet. Merci beaucoup, Daisy. Antoine, vous parliez tout à l'heure d'un projet en financement. Oui, je vais aussi parler un petit peu comme disait Maxime, sans m'accaparer la partie technique sur laquelle on travaille plutôt de manière superficielle comparé au travail que fait la FAF là-dessus. Pour parler du projet Agro, qui est quand même un projet très ambitieux, hein, mine de rien, parce que c'est le projet qui a un petit peu amené notamment la FAF à créer il y a peu de temps le mouvement pour une agriculture du vivant, parce que justement ils ont réussi sur toutes ces années à dégager des données agronomiques. Et comme disait Pierre, Alain Canet vous dirait qu'ils ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables et qu'aujourd'hui maintenant ils savent comment s'y prendre. Ils se nourrissent de leurs erreurs. Exactement. Ouais, et donc ce projet-là, nous, si je me trompe pas, sur ce projet-là, ça doit être quasiment 200 000 € qui sont passés par la fondation. Donc nous, on s'assure déjà de l'adhésion de valeur entre le financeur et le projet financé. Hein. C'est très important pour nous. On n'est pas là pour planter des arbres pour planter des arbres. Il faut qu'il y ait un service qui soit rendu en termes de réalité locale. Ça, c'est la première chose. Après, ce qui est très important, et là où on peut vraiment avoir un impact, nous, sur ces projets-là, en connaissant nos forces, et voilà, on est quand même une vitrine de ce genre de projet. Le projet, on a monté aussi une plateforme derrière qui permet, comme le disait Pierre, des échanges ensuite entre les agriculteurs de bonnes pratiques, ce qui est très important, sortir un peu l'agriculteur de son isolement et lui dire, voilà, regardez à côté, on a une preuve par l'exemple, ça marche, ils essayent, regardez, vous pourriez peut-être vous y mettre aussi, échanger. Enfin, là, nous, on a un pouvoir là-dessus aussi qui est assez important. Ce projet finit là en juin 2018, donc c'est vraiment, pour le coup, on est vraiment sur une temporalité qui correspond très bien à cet événement, et je trouve ça très intéressant de voir Pierre ici. Après, ce que j'aimerais dire aussi, nous on travaille beaucoup on a des projets dans différents pays, c'est aussi vrai. J'ai vu qu'à la table ronde d'après, il y a Damien Kuhn qui est présent, avec qui on travaille sur notamment un projet au Pérou, là, sur la protection de la forêt sèche. Donc pareil, réussir à redonner une autonomie aux populations locales sur la préservation de ces forêts, sur planter des arbres qui vont des cultures vivrières, créer des petits locaux de transformation à côté où on va pouvoir transformer et du coup valoriser encore un petit peu mieux les productions locales. Mais c'est rien de plus que refaire ce qui se faisait déjà très bien avant l'arrivée des gros industriels de la déforestation dans ces pays-là, en fait. Donc on n'est pas là pour transcender ou apporter un savoir qui viendrait de loin, non, pas du tout. On est là pour peut-être apporter ces financements qui vont sécuriser, en tout cas sur une temporalité un peu précise, voilà, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un agriculteur, se lancer là-dedans, c'est assumer quasiment intégralement la prise de risque, puisque derrière, il ne va pas être suivi par sa chaîne de production. Donc comment est-ce qu'on fait, nous, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un engagement sur le long terme et que du coup, l'agriculteur se dise, bon, ok, c'est un risque, je vais dans de l'inconnu, mais en même temps, derrière, j'ai des gens qui vont pouvoir m'aider et voilà, et assumer une partie des risques avec moi. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a toute la partie dont je parlais un petit peu tout à l'heure, et c'est pour revenir sur cet aspect vitrine où la FAF est un pourvoyeur de contenu et nous, on l'expose au grand public. Et la Fondation Good Planet, telle qu'elle existe aujourd'hui à Paris, a vraiment ce sens premier qui est d'inciter un petit peu au déclic, à la prise de conscience généralisée. Donc on n'est pas sur de la formation long terme, hein, loin de là. Là, on est en train de créer une école de l'agriculture et l'alimentation durable à Paris. Donc pareil, on n'est pas sur des formations diplômantes, mais on est sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ce petit changement de paradigme qui fait qu'après, on va aller se tourner vers Ferme d'Avenir pour une formation complémentaire. Après, voilà, on va proposer, en fait, en tout cas, nous, cet ensemble de solutions qui existent aujourd'hui, parce que des solutions, il y en a plein. Et c'est assez difficile
difficile de trouver un peu le bon ton entre un discours catastrophiste où on se dit, bah voilà, là on a quand même assez peu de temps pour changer les choses parce qu'on est très 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 mal engagé. Et dans le même temps, proposer cette myriade de solutions qui existent. Et nous, en tant qu'acteurs un petit peu institutionnels aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut travailler aussi. On est porté par notre président Yann Arthus Bertrand, qui est très impliqué sur ces questions-là. Et cette fondation, elle a pu voir le jour grâce à lui aussi. Et par exemple, demain, si on parle de reforestation, demain, on inaugure l'exposition de Sebastião Salgado, qui sera présent avec nous à la fondation. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à voir Le sel de la terre, qui est un documentaire sur son œuvre, sa vie, qui est absolument formidable. Et voilà, il a aussi récupéré une exploitation familiale qui avait été malmenée par le temps et qui avait été complètement désertifiée, et il en a réussi à faire un oasis de verdure. Donc voilà, on est pour montrer que c'est possible, et voilà, je pense que c'est un peu notre rôle premier aujourd'hui. Positive aussi, oui. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Antoine. On va peut-être prendre une ou deux questions dans la salle. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ? Merci. Bonjour, oui, Rodolphe. Je suis forestier de profession et j'ai un projet agroforestier. Je me reconvertis professionnellement, quoi. Et donc, en fait, les gros problèmes qu'on retrouve quand on porte un projet et qu'on a vraiment des idées, aller de l'avant et tout ça, c'est avant tout l'acquisition du foncier. Et donc, il y a des grosses difficultés qui sont rencontrées tout de suite quand on n'est pas fille d'agriculteur. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins à ça, face à alors ce qu'on appelle l'agriculture classique, ou voilà, comme on veut. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses pressions sur l'emprise du foncier, et c'est difficile de se faire une place. Alors, il existe Terre de Liens, l'association Terre de Liens, qui peut aider les porteurs de projets comme ça. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec, vous avez des liens justement avec cette structure. Est-ce que vous envisagez, si vous n'en avez pas, est-ce que vous envisagez d'en avoir? Et est-ce que les uns les autres, vous-même, vous réfléchissez à des pistes qui permettraient aux porteurs de projets comme ça de pouvoir... par rapport à des projets qui sont pertinents, qui sont fonctionnels, qui sont en lien avec le vivant, et voilà, de permettre l'acquisition du foncier partout en France où c'est possible, quoi, en fait. Voilà. Merci. Bien sûr, Terre de Liens est une association incontournable dans le secteur, et on travaille, nous, avec eux sur des projets ponctuels. À Brétigny, c'est des porteurs de projets Terre de Liens qu'on installe. Sur une terre qu'on n'a pas acquise, mais pour laquelle on a un bail à 30 ans. Moi, j'ai l'impression que le foncier est de moins en moins le facteur limitant, en fait. Je pense, parce que déjà, la SAFER, et grâce à Terre de Liens, la SAFER est de plus en plus ouverte à ce type de projet alternatif, de bon sens. Et ça, il faut remercier quand même Terre de Liens pour tout le travail de sous-marin qu'ils ont fait pendant 10 ans, parce que c'est un travail qui est pas forcément visible, mais n'empêche qu'ils ont essuyé beaucoup de plâtre, et donc merci à eux. Et moi, je dis ça parce que deux choses. La première, c'est qu'on a énormément, nous, de gens qui nous écrivent en disant « j'ai 30 hectares, j'ai 200 hectares que je vais récupérer, le gars va bientôt partir à la retraite, j'aimerais savoir comment les engager la suite dans une démarche agroécologique ». Donc moi, j'ai un tableur Excel, concrètement, puisque les mails m'arrivent. Donc maintenant, je les pousse, mais j'ai plus de 3500 hectares sur un tableur Excel, répartis dans une trentaine de départements. Si vous voulez, pareil, vous pouvez nous écrire et nous dire que vous faites ça. On a lancé le réseau social Ferme d'Avenir, c'est un peu le Tinder de l'agroécologie. En gros, vous mettez un point vert clair si vous cherchez du foncier, et un point vert, vous exprimez votre besoin ou votre offre. Et donc, quand il y a un point vert clair, c'est quelqu'un qui cherche du foncier. Quand il y a un point vert foncé, c'est quelqu'un qui en offre, ou qui en a à dispo. Ça match. Et ensuite, ça fait plein de beaux projets. Et donc, je vous invite à regarder là-dessus. Il y a pas mal de fonciers mis à disposition. Et voilà, non, je pense que... Ah oui, si. Et le dernier truc, c'est que, encore une fois, l'histoire du renouvellement des générations. Donc là, il n'y a pas forcément tous les syndicats qui s'y mettent. Mais il y a beaucoup de... la Conf ou les JA, par exemple, ont des carrefours et des rencontres entre les futurs cédants de parcelles avec des porteurs de projets. Et il y en a tous les mois. En tout cas, je sais que moi, j'ai rencontré il y a pas longtemps un gars des JA en Occitanie, à Toulouse, et il me racontait que lui, tous les mois, depuis quelques années, ils organisaient des rencontres de ce type-là pour mettre en lien des propriétaires et des porteurs de projets. Alors, Justement, peut-être
Ça marche plus. Attends, Nous a coupé le micro passe. pour plus qu'on parle. Non, effectivement, je voulais dire qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui sont intéressés par ces techniques-là et qui sont prêts à céder leurs terres effectivement à des porteurs de projets. Ça, moi, j'ai été contacté plusieurs fois et si j'ai pu m'agrandir, c'est sans le vouloir en fait, justement parce que des gens venaient me chercher. Ça, c'est le premier point. Mais c'est vrai qu'après, c'est plus l'acquisition du foncier en règle générale qui est compliquée. Effectivement, quand on veut s'installer en grande culture, en maraîchage par exemple, et qu'il nous faut 1 ou 2 hectares, c'est relativement facile d'acheter du foncier parce que même à 10 000 € l'hectare, ça passe sur X années. Mais si on veut s'installer à la grande culture et qu'il faut 200 hectares pour vivre, effectivement, c'est plus du tout la même donne et là, ça devient impossible, quoi. Mais ça, c'est pas lié à ces systèmes-là, quoi, en fait. Et c'est l'agriculture en général qui est dans cette impasse un petit peu aujourd'hui, en fait. Même si dans tous ces systèmes-là, effectivement, on a de plus en plus d'ouverture et de plus en plus de gens qui veulent des systèmes comme cela, quoi. Merci. Une toute dernière question courte, avec une réponse courte, pour vous donner à chacun quelques secondes pour faire la conclusion. Bonjour, voilà, je profite de votre Bonjour. présence pour vous poser une question. J'ai discuté avec un collègue récemment et on a une discussion qui était un petit peu énervée parce que je lui parlais du glyphosate et il m'a dit, tu sais, le glyphosate, c'est pas si dangereux que ça. En agriculture bio, ils utilisent du cuivre et c'est bien pire. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Mais en chimique aussi, ils utilisent du cuivre. Et ils en utilisent beaucoup plus qu'en bio. Donc c'est un chiffon rouge qu'ils agitent en disant « Ouais, mais les bio, ils utilisent du cuivre. » Ouais, enfin, on en utilise quand même 10 fois moins que vous, enfin, que les chimiques. Sur l'histoire de la dangerosité du glyphosate, je sais pas, là, il y a un truc en ce moment sur la chlordécone. Vous avez vu un petit peu ce qui se passe aux Antilles. Donc ça y est, maintenant, c'est avéré. Les Antilles sont ravagées et polluées pour des dizaines d'années pour la chlordécone. Il a fallu des années avant de faire valider que c'était un problème. Il y avait, pareil que là, il y avait le cirque qui, à l'époque, donc il y a 40 ans, disait... On pense que c'est un cancérogène probable et toutes les autres études, qui sont des études financées et validées et approuvées par tous les lobbies de l'agrochimie et de l'agro-industrie, disaient non, il n'y a pas de problème avec la chlordécone. 40 ans après, on en est là. Je vous l'annonce, dans 40 ans, ce sera la même chose sur le glyphosate. Donc voilà, voilà. Alors, maintenant, le gouvernement, malgré le vote déplorable qui a eu lieu à 2h et quelques du matin et auquel, du coup, n'a pas été associée une interdiction à 3 ans, malgré ça, le gouvernement... persistent et signent, ils veulent sortir du glyphosate à l'horizon de 3 ans. Avec des dérogations, ce sera nécessaire parce que clairement, et ça, il faut aussi faire la part des choses, dire et être réaliste, dire on arrête le glyphosate maintenant, c'est la mort de 70% des exploitations, clairement, qui s'en relèveront pas. Donc il faut absolument inscrire ça dans le marbre et dire dans 3 ans, dans 5 ans, on en sort. Mais ça veut dire qu'il faut commencer maintenant à réfléchir à la suite. Peut-être que... Si on a une date en fait très ferme et fixe, effectivement, on va en sortir sans aucun problème. Parce que les techniques aujourd'hui, elles y sont, on les connaît. Mais il faut qu'elles se dupliquent, il faut que ceux qui n'ont pas accès ou qui ont vraiment des difficultés puissent se les approprier. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce type d'agriculture-là, il y a quand même un apprentissage. Il faut s'y impliquer dedans, il faut s'intégrer, il faut intégrer tout ça et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, si on l'arrêtait aujourd'hui, ça serait une véritable catastrophe. Mais par contre, à l'échelle de 3 ans, ça peut être une date, enfin, il peut y en avoir d'autres. Effectivement, c'est quelque chose qui doit passer très très bien, qui doit pouvoir se faire assez facilement, je pense. Merci. Daisy, une conclusion en quelques mots? Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de laisser passer comme message? Mais bon, là, je vais laisser un peu mes collègues à côté en disant ça. Mais non, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que la conservation de la forêt, notamment, et de l'agriculture aussi, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que planter un arbre, en fait. Le message simple pour tout le monde, pour les entreprises y compris, c'est souvent planter un arbre, 1 €, je plante un arbre, machin, bon, tout ça, bon, c'est très bien. Mais au final, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Derrière, il y a vraiment la récupération d'écosystèmes, il y a toute une partie sociale, il y a une partie de travail avec les populations, changement de culture aussi, d'esprit à avoir. Voilà. Donc, quand vous regardez le travail des associations, je parle de mes collègues de Cœur de Forêt aussi, par exemple, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus que planter un arbre. Dans l'absolu,
La forêt n'a pas besoin de nous pour se régénérer. Enfin, je veux dire, elle peut se régénérer toute seule. Bon, peut-être certaines avec un petit coup de pouce. Mais notre travail, c'est beaucoup plus que juste planter un arbre, en fait. Voilà. Ça, c'est des opérations pour éveiller les consciences. Après il faut y aller. Oui, bah non, Antoine, un petit mot de conclusion. Pas grand-chose de plus à dire, mais voilà, comme on l'a dit, les solutions, elles existent aujourd'hui. Là, on a différents types d'acteurs qui portent différentes échelles de solutions à leur niveau. Donc non, il faut juste effectivement, voilà, nous on est surtout là pour la déconstruction des idées reçues vis-à-vis un petit peu de l'empreinte et de l'impact de l'homme sur son écosystème aujourd'hui. Comment tout ça s'intègre dans une vision holistique du monde qui nous entoure, hein, c'est un peu toujours ça, et replacer l'humain dans la petite perspective et la petite place qu'il occupe à l'échelle de cet écosystème. Jamais oublier ça, et voilà, non, je pense que les solutions existent malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un petit peu encore du mal, même entre nous, à sortir de cette un peu entre-soi écologique où en fait on travaille souvent beaucoup avec les mêmes acteurs, et donc il faut maintenant essaimer toutes ces idées et essaimer toute cette vision de la société, et je pense que c'est très important aujourd'hui de voir qu'un bel événement autour de l'arbre pendant 2 jours peut naître ici par exemple à Nantes. Enfin, je trouve que c'est alors un bon éveiller les indicateur. consciences, déconstruire les idées reçues. Maxime. 1, 2. Ouais. Et juste, oui, effectivement, Daisy, tu as raison. Mais c'est bien plus que juste planter un arbre. Et en fait, ce qu'on fait et ce qui essaye d'être fait, et l'ensemble du scope de nos activités montre qu'en fait, on va au-delà de la simple action de planter l'arbre. C'est politique, c'est culturel. Et je pense que aussi, je pensais que tu allais dire que les arbres et que les forêts dans les pays, dans les zones tropicales sont largement plus importants, entre guillemets, mais ce qui est vrai, ce qui est logique, parce que c'est là-bas que ça pousse beaucoup plus et que c'est le poumon de la planète. Mais les gens qui habitent là nous regardent quand même et disent attendez, ils nous parlent de protéger leur planète, ils sont bien mignons eux, mais regardez, ils n'arrivent pas à mettre un arbre dans leur champ. Donc c'est hyper complémentaire. Et pour rebondir sur ce que disait Pierre tout à l'heure, moi, ce que je trouve génial dans ce mouvement et dans toute cette dynamique, c'est le côté stimulant, intellectuellement stimulant. Parce que on regarde les agriculteurs chimiques, quand tu leur parles quand moi on va les voir, ils disent ouais mais attendez, nous on nous a appris ça. Alors effectivement c'est assez simple, c'est des guidances assez de base. Et puis le mec, ça fait 20 ans qu'il est sur sa terre, il n'a jamais vraiment mis les mains dedans, quoi. Enfin regardez un profil de son sol. Et en fait, le côté intellectuellement stimulant est génialissime parce que ça redonne beaucoup de sens, de volonté, une vraie raison de vivre. Et, voilà. Pierre, le mot de la fin, en 2 mots, ou 3 maximum. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on l'a déjà dit 15 fois, les solutions existent. Mais par contre, moi, je suis assez persuadé qu'il y a urgence, quoi. C'est-à-dire que là, les systèmes en place aujourd'hui sont à leur limite, ils sont au bout complètement, et c'est un petit peu partout dans le monde. On voit les problèmes climatiques qui s'accentuent de façon très, très importante, en fait. L'agriculture, avec les arbres, a un rôle à jouer en fait, dans la fixation du carbone, et donc dans cette action sur le climat. En fait, on doit pouvoir fixer, on fixe du carbone et limiter donc nos perturbations, en fait. Et par contre, voilà, c'est l'urgence avec toutes les méthodes que l'on a aujourd'hui et que l'on commence à maîtriser, en fait, et tout est possible, quoi, je pense, vraiment. Tout est possible. Merci beaucoup Pierre, merci Daisy, merci Antoine, merci Maxime, bonne fin d'après-midi.